désir de passer au long, il est assez ancien. Voilà, Les Garçons Sauvages, n'est pas le premier scénario de long métrage que j'ai écrit. En tout cas, c'est le premier scénario de long métrage que je peux réaliser. Et j'avais envie de me lancer dans l'aventure d'un film d'aventure romanesque, trouble, érotique, surréel. Et voilà, je me suis laissé guider par ce désir en faisant un petit peu une sorte de séance de spiritisme par rapport à ma mémoire, en convoquant des récits que j'avais pu lire quand j'étais enfant, tels que les Robinsonades de Jules Verne, et puis aussi des lectures troubles qui continuent toujours à me hanter, comme les bouquins de Burroughs et Les Garçons Sauvages en particulier. Je pense que sur un format long, on doit construire un récit sur une base beaucoup plus classique pour pouvoir tenir le spectateur sur la durée. Pour moi, le format court, c'est une façon de pouvoir explorer des modes de narration plus fragmentés, ou de l'ordre de l'essai ou de l'évocation. Donc vraiment, oui, j'avais envie de me confronter à un récit classique, plus linéaire, quoi, d'aller d'un point A à un point B en passant par plein de méandres organiques dans mon récit. L'idée, c'est j'ai commencé par prendre des notes, quoi. C'est comme à faire des croquis, des collages, etc. Ça, c'est les prémices du récit. Et puis après, très vite, j'ai eu la trame très dépouillée de ce que je voulais faire, et à partir de là j'ai développé sous la forme d'une sorte de nouvelle assez dense, et puis c'est à partir de cette nouvelle que j'ai pu convaincre Emmanuel Chaumet. En tout cas, il a lu, ça lui a plu, et puis il m'a dit développe, et puis j'en ai fait un scénario. Voilà, enfin tout ça s'est fait assez naturellement, mais la gestation a été assez longue, quoi. Ça faisait partie des récits que j'avais en moi, qui étaient en germe dans mes cahiers. Ce qui m'intéressait, c'est cette zone de frontière floue qui est la fin de l'enfance et le début de l'adolescence, quoi. C'est à ce moment précis que je voulais placer mon récit. Les garçons dans mon histoire sont un peu plus âgés que ça, mais moi, en tout cas, j'ai réveillé les souvenirs de ce moment-là, où tout d'un coup on abandonne l'univers de l'enfance pour entrer dans l'univers des adultes. Et ça se fait pas d'un coup, bien sûr, mais il y a une zone un peu frontalière, comme ça, un peu floue, un peu trouble, et c'est cette zone-là qui m'intéresse, quoi, dans laquelle j'ai voulu me replonger. Je convoque souvent les souvenirs que je peux avoir de cette période-là, quoi, qui m'inspire, en tout cas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réinvention quand même du conte de fées derrière ça, comme un conte de fées pour enfants qui ont grandi Oui, une réinvention. Moi, je trouve que dans les contes de fées, ça dépend lesquels, mais dans les livres pour enfants que je peux aimer, en tout cas, moi, je pense à Lewis Carroll, par exemple, il y a cette dimension sexuelle qui est extrêmement forte, extrêmement présente, quoi. Et même chez Jules Verne, alors là on n'est plus dans le conte, on est dans le récit pour enfants, récit tout public, le voyage au centre de la Terre. Je trouve que c'est vraiment une lecture extrêmement cryptée d'une exploration sexuelle, organique, etc. Il y a plein de symboles. Donc ça m'intéresse beaucoup, ces parties enfouies ou cryptées qu'on peut trouver dans certains récits destiné aux enfants. Et moi, c'est juste que je fais vraiment ressurgir, je fais ressurgir tout ce qui est enfoui, et j'essaye de proposer un récit qui a la patine du récit pour enfants, mais avec un fond très adulte, quoi. Alors moi, effectivement, j'ai vu Verne, Stevenson, Golding, Michel Tournier. Oui, bien sûr, ouais. Il y a Swift aussi. Ouais, les voyages de Gulliver. Alors pour le coup, Gulliver, c'est un livre que j'adore, parce qu'il y a cette dimension récit pour enfants, mais c'est extrêmement sexuel, quoi. Enfin, en le relisant,
je voyais à quel point Swift avait joué avec l'hypersexualité dans les différents voyages. À un moment donné, Gulliver est minuscule et se retrouve coincé dans la poitrine d'une géante. Enfin, il y a plein de trucs assez marrants et des allusions sexuelles qui sont assez poussées quoi dans le bouquin. Et c'est ce qui fascine culturellement, c'est que finalement il n'y a pas franchement de barrière entre la littérature d'enfance et la littérature adulte. C'est qu'en fait tout est déjà là. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup que cette frontière ou ce verrou saute, quoi. Le titre Les Garçons Sauvages est inspiré de Burroughs, mais c'est quasiment tout. C'est un fantasme à partir d'un titre finalement, rêvé à partir d'un mot. Oui, il y a ça au départ. Je trouve que c'est un titre très évocateur. Il y a aussi le résumé derrière le livre aussi qui est une promesse comme ça d'une armée de garçons sauvages qui partent affronter le monde. C'est un peu comme ça aussi que j'ai terminé le film, à part que bon voilà, je vais pas révéler la fin, mais il y a une petite métamorphose par rapport à ça. Et ensuite il y a des séquences, parce que je pense que Burroughs a pensé vraiment ce bouquin comme un film, hein. D'ailleurs il joue avec l'imagerie du cinéma, mais il y a des séquences dans Les Garçons Sauvages où il y a des garçons qui ont des rapports sexuels avec des plantes complètement hyper sexuées. Donc ça vraiment il y a cet emprunt aussi par rapport au livre de Burroughs, quoi. Plus le rapport aux organes qu'on trouve dans le Festin nu aussi. Exactement, ouais. Oui, le côté les mutations. Il y a aussi un bouquin que Burroughs a écrit sur le tard, qui est un récit d'aventure, l'histoire d'un capitaine à Madagascar avec une armée de lémuriens. Enfin, ça aussi, c'était intéressant de voir à quel point Burroughs a tourné autour du récit d'aventure. Et toi, tu tournes autour de Burroughs. Voilà, exactement. Je reviens souvent à Burroughs, qui est vraiment lui et Ballard, c'est pas très original, hein, mais lui et Ballard sont vraiment des écrivains de référence pour moi, quoi. J'y retourne toujours. Je crois qu'il faut dissoudre ce groupe ou les reprendre en main de la plus ferme des manières. Je peux transformer n'importe quel garçon violent en être docile et civilisé. J'ai mes méthodes. On connaît ta passion pour Borovitch, on entrevoit ta passion pour les couleurs je dirais à la Bava par exemple. Je voulais savoir quel était ton rapport au cinéma de genre au pluriel. Enfin, quand on voit on a peut-être la réponse en voyant les films qui sont mis en avant. J'aime bien le côté transgenre, quoi. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi les cinéastes. Alors il y a les cinéastes de genre qui ont mis les deux pieds dans le genre, et puis il y a les cinéastes, les auteurs qui ne sont pas spécialistes du genre, mais qui ont embrassé le genre à un moment donné. Ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi, hein. C'est-à-dire que finalement, quasiment tous les auteurs de la nouvelle vague ont joué avec le fantastique et la science-fiction, que ce soit Truffaut avec Fahrenheit, Godard avec Alphaville, Rivette quasiment tout le temps aussi, enfin Duel par exemple que j'aime beaucoup. Donc il y a cette dimension là que j'aime bien, aussi les auteurs qui ne sont pas étiquetés comme auteurs de genre et qui embrassent le genre, et puis après ceux qui vont franchement comme Argento, voilà, qui est extrêmement baroque, stylisé. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, mais aussi beaucoup de cinéastes japonais, Teruo Ishii. Bon, après tu parlais de la couleur, mais parce que là c'est plus, on sort du genre, mais par exemple Terayama aussi est un cinéaste important pour moi en termes de travail sur la couleur, même si lui n'a pas joué avec le genre. Voilà, je vais pas faire parce que c'est un peu pénible, je vais pas faire une très longue liste comme ça, mais ce qui est intéressant par exemple au film de Teruo Ishii, c'est on peut retrouver avec Les Garçons Sauvages une similitude avec un amour du grotesque, hein, ouais. au sens noble, hein, parce que le grotesque est souvent
confondu avec ridicule, ce qui est Ouais. le cas. Et oui, le fait de citer Ishii, c'est intéressant aussi, effectivement. Ben oui, L'île des hommes mal formés, par exemple, qui est un film que j'aime beaucoup, qui est l'adaptation d'un roman d'Edago Warampo. Je suis complètement fasciné par ce film, y compris la figure la figure du maître des lieux, qui était incarné par un grand danseur de Butoh de l'époque, enfin vraiment des créateurs de la nouvelle danse Butoh, et qui ouvre le film comme ça en dansant en robe blanche, les mains engluées dans une sorte de matière qui ressemble à de la pâte à crêpes, on sait pas trop, au bord de la mer. C'est une image d'une force incroyable. Et c'est vrai que ce film m'a vraiment beaucoup impressionné. Et pareillement d'autres films de Teruo Ishii où la torture a une certaine importance. Alors c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout, la représentation de la torture au cinéma. C'est pas un truc qui m'attire du tout. Mais là, curieusement, il en fait quelque chose d'extrêmement baroque, d'extrêmement beau. C'est très troublant à quel point il arrive à rendre plastique des événements dégueulasses, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me fascine chez lui. Je peux citer plusieurs exemples comme ça de films de Teruo Ishii, mais c'est un cinéaste que j'ai appris à beaucoup aimer au fil des films que j'ai pu découvrir. Dans cette élaboration d'un monde poétique et érotique, moi j'ai pensé à d'autres auteurs. J'ai pensé à Topor, j'ai pensé à Fred. Mmh. Et je sais pas si ça fait partie des artistes que tu affectionnes. Ah bah oui, j'adore. Topor, ça a été hyper important pour moi parce que c'est un artiste que j'adore. Donc j'ai beaucoup pensé à La Plaine Sauvage, effectivement. Mais le premier être vivant que j'ai filmé, c'était Topor. C'était il y a longtemps, c'était pour un clip que je faisais pour François Gilazzaro. J'ai filmé aussi François Gilazzaro après, mais le premier des deux que j'ai filmé, c'était Topor en 35, je me souviens, et il est mort quelques temps après, 3 semaines après, enfin pas 3 semaines après, mais quelques semaines après. Ce qui m'avait vraiment impressionné, et je me suis dit, mais si chaque fois que je filme un être vivant il meurt après, ça va être terrible, quoi. Mais ouais, Topor et La Planète Sauvage, j'ai beaucoup pensé en élaborant et la bande son et la flore de l'île. Et puis après, Fred, j'étais biberonné à Fred. C'est un univers hallucinant, quoi, Fred. Je ne comprends pas que cet auteur ne soit pas plus mise en avant aujourd'hui, étudiée. C'est une autre planète, quoi, lui tout seul. Oui, c'est ça, il a influencé, je pense, Terry Gilliam au début des Monty Python, quoi. Enfin, on sent vraiment que Gilliam lui a piqué beaucoup de choses. À part que je trouve que Fred c'est vachement mieux et beaucoup plus poétique. Et il y a une autre bande dessinée qui m'a énormément marqué, que j'ai eu entre les mains très jeune. C'est le Ulysse de Loeb et Pichard. Donc ça aussi, j'adore Pichard. Enfin, il y a Loeb et Pichard, son Ulysse. Il y a aussi Forest, avec Mystérieuse Matin, Midi et Soir, qui est une relecture de l'île mystérieuse. Ça fait partie des auteurs de bande dessinée, en tout cas, qui me hantent, que j'aime toujours autant, et je continue à relire, à revoir leurs bouquins.